Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le ministre de la Sécurité publique, des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Martin Coiteux. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à Tribune locale. Aujourd'hui, dans le cadre de cette première émission de la saison d'hiver 2018, on a la chance d'accueillir en studio un ministre québécois, M. Coiteux. Bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Vous êtes dans la région pour deux sujets. Premièrement, c'est que le gouvernement met de l'avant une nouvelle stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires et aussi un retour sur les inondations du printemps 2017. On va parler de ça au cours des prochaines minutes, mais avant, on va parler un peu de vous. Vous avez fait le saut en politique, ou plutôt avec le Parti libéral du Québec en 2014. Moi, ce que je veux savoir, premièrement, c'est comment vous trouvez votre expérience avec les libéraux depuis maintenant 4 ans déjà. Bien, regardez, moi, j'ai été 19 ans professeur. J'étais professeur au HEC, mais je suis toujours un économiste, là, donc passionné des questions de finances publiques notamment. J'ai été à la Banque du Canada dans une petite transition entre 2012 et 2014, puis honnêtement, j'avais envie de m'engager en 2014 parce que ce que je voyais comme gouvernement à l'époque, les propositions qu'on faisait aux Québécois ne me convenaient absolument pas. Puis la connexion avec le Parti libéral, c'est une question de valeur profonde, hein. Là où s'en allait le parti, là où a toujours été le parti de façon générale sur le respect de la diversité des Québécois, l'image aussi importante et l'emphase importante mise sur les questions économiques, pour moi, c'était naturel, c'était ma famille naturelle. Alors, j'ai eu au cours des dernières années l'occasion de toucher à plusieurs dossiers qui m'ont permis de contribuer avec l'équipe, de faire une différence dans le domaine du contrôle des dépenses qui a permis le retour à l'équilibre budgétaire. J'étais président du Conseil du Trésor, j'ai travaillé avec mes collègues là-dessus et ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Puis depuis maintenant 2 ans, Sécurité publique, Affaires municipales, on a travaillé sur une reconnaissance des municipalités comme des gouvernements de proximité. On a fait une grande décentralisation. Et donc, on a accompli, là je parle des sphères dans lesquelles j'ai été impliqué, mais c'est dans beaucoup d'autres sphères, on a accompli beaucoup de réformes, beaucoup de changements au Québec au cours des dernières années. Donc, expérience fascinante. Est-ce que vous auriez fait le saut dans le Parti libéral avant 2014? J'aurais pu. C'est simplement qu'à l'époque, le fruit n'était pas mûr pour m'engager en politique. Vous savez, des fois, il y a des questions de moments, d'opportunités. Bien franchement, j'étais peut-être prêt sans trop le savoir. Et j'habite le comté de Nelligan dans l'ouest de l'île de Montréal. Et celle qui était députée jusqu'alors, Yolande James, a décidé de ne pas se représenter aux élections de 2014. Et donc, la porte était ouverte. Et c'est ce qui a enclenché un processus qui m'a amené à être candidat. Vous êtes originaire de Sorel, vous êtes marié, vous êtes père de 5 enfants. Moi, je veux savoir également, est-ce que c'était dès le tout jeune âge, est-ce que c'était votre intention de devenir un personnage politique québécois? Non, je ne crois pas que j'y ai pensé dans ces termes-là. Peut-être une petite période à l'école secondaire, mais qui a été finalement ensevelie dans le temps parce que je me suis préoccupé d'autres choses. Ça m'a rattrapé peut-être à un certain moment. Mais effectivement, vous faites allusion à ma famille, donc c'est une décision que j'ai prise avec mon épouse. Nous, on a une famille qu'on appelle une famille reconstituée. Elle a eu 3 enfants dans un premier couple. J'en ai eu 2. On les a mis tous ensemble. Ils sont déjà grands, donc ça ne pose pas un enjeu familial comme ceux qui ont des très jeunes enfants, mais c'est une décision que j'ai prise avec elle. Vous l'avez dit tantôt, vous avez fait vos études, vos 3 cycles universitaires dans le domaine de l'économie. Pourquoi aujourd'hui, on ne vous connaît pas en tant que ministre des Finances, par exemple? Oh, d'abord parce qu'on a un excellent ministre des Finances qui fait un excellent travail qui s'appelle Carlos Letao. Je pense qu'il n'y a pas nécessité, de mon point de vue, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le premier ministre, d'avoir un autre ministre des Finances au Québec. J'ai commencé plus dans une fonction qui est plus associée à la gestion de l'administration publique et des questions de finances publiques. Pour toutes sortes de raisons, le premier ministre a pensé que je pouvais exercer d'autres tâches, puis je lui suis reconnaissant, justement, d'avoir eu l'occasion de toucher à autre chose que de l'économie et des questions de finances publiques. C'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans. Le gouvernement du Québec a dévoilé tout dernièrement sa nouvelle stratégie pour assurer, je le disais tantôt, l'occupation et la vitalité des territoires. Concrètement, M. Coiteux, quels sont les grands objectifs à l'échelle de la province?
Ben, d'abord, de s'assurer que toutes les régions du Québec s'épanouissent et puissent non seulement retenir leur population dans des activités dynamiques là, qui leur permettent d'avoir une qualité de vie, mais qui attirent aussi des gens dans toutes les régions du Québec. C'est ça que ça veut dire des régions dynamiques. C'est ça que ça veut dire l'occupation dynamique du territoire du Québec. Alors, pour ce faire, on a une nouvelle stratégie. C'est la deuxième de l'histoire. On en a une qui est arrivée au bout de son terme de 5 ans récemment. Notre stratégie précédente était beaucoup basée sur les actions gouvernementales en région, ce que le gouvernement peut faire pour les régions par ses différentes actions. Puis honnêtement, c'était le gouvernement qui avait réfléchi à ses propres actions. La nouvelle stratégie, celle qui va nous amener jusqu'en 2022, c'est une stratégie de 5 ans, on a fait le chemin inverse. On a demandé aux régions de nous dire ce qui était leurs priorités et on a décidé que les priorités définies par les régions, pas par le gouvernement, deviendraient les priorités du gouvernement. Alors maintenant, il y a des fonds, le Fonds d'appui au rayonnement des régions qui permet aux élus régionaux de choisir et de financer des projets porteurs. Et le gouvernement lui-même doit absolument aligner ses actions, ministère par ministère, en fonction des priorités des régions. Donc, si je comprends bien, on décentralise les pouvoirs, on donne plus de place aux villes et aux MRC, par exemple. C'est quoi les grandes différences entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on s'apprête à faire? Avant, le gouvernement décidait puis consultait des grands partenaires comme l'UMQ, la FQM, peut-être l'UPA pour les questions agricoles. Mais essentiellement, c'était le gouvernement qui tenait le crayon de la politique en matière de développement régional. Là, on a donné le crayon aux élus régionaux. On a dit dans chacune des régions aux préfets et aux maires de se réunir et de se doter d'un comité de direction qui déciderait des priorités de la région en consultation avec les gens de la société civile dans chacune des régions. On n'est pas intervenu dans aucune de ces instances-là, sinon pour donner le soutien financier et logistique. Et cette étape-là, pourquoi on décide de la faire maintenant, au moment où on se parle? Parce que c'est logique de le faire dans un contexte où on a décidé de décentraliser les responsabilités vers les municipalités, vers les MRC, de les reconnaître comme des gouvernements de proximité, qu'on a reconnu leur rôle comme des moteurs et des décideurs en matière de développement économique. On l'avait fait avec le Fonds de développement des territoires pour les MRC. On le fait maintenant avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions pour l'ensemble d'une région. Et on veut le faire maintenant avec l'ensemble des politiques gouvernementales. On veut travailler en partenaire. Alors, c'est une révolution qu'on est en train de faire parce que l'État québécois, l'administration publique québécoise a toujours été très centralisée. Les fonctionnaires à Québec ont toujours bien apprécié la capacité de prendre des décisions pour tout le monde, comme si le Québec pouvait être géré en fonction d'un principe de mur à mur. Et là, ils vont être obligés, ministère par ministère, de moduler leurs actions, de flexibiliser les programmes pour tenir compte des particularités de chacune des régions. On n'a jamais fait ça. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il y a une chose dont je suis certain. Il faut l'essayer pour savoir. Il faut l'essayer pour savoir, mais je suis certain que ça va aller mieux que les anciennes stratégies où les gens des régions n'avaient pas le crayon. Maintenant, ils ont le crayon. Bonne nouvelle, M. Coiteux, il y a 3 millions de dollars qui seront accordés afin de soutenir 21 projets ici en Outaouais. Ça, c'est dans le cadre du nouveau programme Fonds d'appui au rayonnement des régions, le programme phare. Les projets ont été choisis selon les priorités régionales. Qu'est-ce qu'on a noté, qu'est-ce qu'on a identifié comme priorité ici dans notre belle région d'Outaouais? Écoutez, il y en a 11, donc ça touche différents sujets, mais il y a parmi ça, puis je pense que c'est important. Sans tous les nommer, les voilà, principales. mais par exemple, la question de la frontière. Alors, toutes les régions du Québec n'ont pas une frontière avec une autre province qui va à la fois constituer un atout. Hein, ce que la région d'Ottawa peut donner à la région d'Outaouais du côté québécois, c'est quand même positif, mais en même temps, ça impose un certain nombre de défis. Il y a des ressources ou des gens qui peuvent vouloir se déplacer de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a toute une série d'actions qui vont être entreprises par la région au cours des prochaines années pour tenir compte de ce côté frontière qu'on ne va pas retrouver, par exemple, dans une autre région, mettons, je ne sais pas moi, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va se trouver dans une situation géographique complètement différente. Il y a des questions de pénurie de main-d'œuvre et donc la capacité d'attirer et de retenir la main-d'œuvre sur le territoire. Ça, on retrouve ça dans plusieurs régions du Québec. C'est la raison pour laquelle, notamment, que le ministère de l'Immigration, que le ministère de l'Emploi vont appuyer des projets qui permettent d'amener davantage de nouveaux arrivants dans les régions du Québec, y compris l'Outaouais. Donc, on a déterminé les priorités. On a, ces projets-là, comment on les a choisis? Bien, c'est un comité de direction qui est composé des différents préfets des MRC.
Il y a du travail qui avait été fait en amont, notamment des études qui ont été faites dans le milieu universitaire, de la recherche qui a été faite, des consultations auprès des gens d'affaires, des consultations auprès des groupes communautaires, qui ont donné lieu à l'énoncé d'un certain nombre de priorités qui regroupent tout le monde, qui rassemblent tout le monde à l'intérieur de la grande région de l'Outaouais. Les besoins de Gatineau ne sont pas représentatifs dans tous les cas de figure des besoins de l'ensemble de l'Outaouais. Il y a des communautés qui sont rurales. Et ils ont trouvé les compromis nécessaires pour tous se retrouver à l'intérieur de ça. Ils se sont donné leur comité de direction, ils ont fait un appel à projets. Il y a eu 64 projets qui ont été soumis. 21 d'entre eux ont été retenus par ce comité dans lequel le gouvernement n'est pas intervenu. Ma collègue, la ministre responsable de la région, Stéphanie Vallée, est présente lors des réunions du comité, mais elle n'a pas de rôle décisionnel. Elle est là pour appuyer la démarche, comme l'ensemble des ministres qui ont des responsabilités régionales font cela également. Ils sont présents. Mais la décision se prend par le comité d'élus régionaux. Et combien, M. Coiteux, combien d'argent est disponible pour que ces 21 projets soient réalisés? Alors, pour l'ensemble du Québec, là, il y a 30 millions qui est disponible au cours de l'année financière qui va se terminer maintenant. Ça va croître jusqu'à 100 millions de dollars à chaque année d'ici 5 ans. Pour l'Outaouais, ce que ça veut dire, c'est 1,9 million cette année, mais ça va être 6,4 millions de dollars à la fin. Et ce qui a été annoncé hier, les 21 projets, il y a des engagements qui sont pris sur 2 ans. Donc, il y a une partie de l'enveloppe de la deuxième année qui est également dédiée à ces projets, pas la totalité. Donc, hier, on a annoncé 3 millions de dollars. Mais d'ici 5 ans, à chaque année, la région va avoir au moins 6,4 millions de dollars pour financer de tels projets. Et on va choisir de nouveaux projets, pas à chaque année, mais au cours des prochaines années. Soit de nouveau, soit d'assurer une continuité à des projets qu'on souhaite voir aller de l'avant encore plus loin dans le temps. Mais ça ne sera pas la décision du gouvernement. Ça va être la décision de la région elle-même sans interférence du gouvernement. Le gouvernement est là pour donner l'appui financier, les fonds en question, bien sûr, le fameux 100 millions de dollars pour l'ensemble, et en même temps un appui logistique. Nos conférences administratives régionales, là, qui regroupent tous les représentants des différents ministères qui sont présents dans la région et en relation avec les milieux dans la région même, ils sont là pour donner l'appui logistique et financier, pas là pour décider à la place des élus régionaux. C'est somme toute une bonne nouvelle, ces projets-là pour notre région. Monsieur Coiteux, on va prendre une courte pause et au retour, vous le comprendrez, c'est normal, on va revenir sur ces inondations du printemps 2017 ensemble. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours avec M. Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique, des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. On va revenir sur les inondations du printemps 2017. Ces inondations-là, M. Coiteux, c'est plus de 5300 plutôt résidences affectées au Québec. C'est environ 4000 personnes qui ont été évacuées de leur domicile. Ici à Gatineau, on est une des villes qui a été les plus touchées. Exactement. Quels ont été vos défis au niveau de la sécurité publique durant cette gestion de crise-là? Oh, écoutez, très nombreux. Il y a d'abord la question des mesures d'urgence, puis il y a ce qui suit, là, les inondations. Lorsque l'eau se retire et que les dégâts sont constatés, puis que les gens ont à vivre avec les conséquences, c'est toute une autre série de défis qui sont extrêmement importants. Bon, une des choses, évidemment, qui était importante le printemps dernier, ça a été de coordonner les efforts concernant les mesures d'urgence. Donc, on a ouvert des centres de coordination dans toutes les régions affectées, notamment ici en Outaouais. Et on a travaillé, évidemment, pour le secteur de Gatineau avec la sécurité civile de Gatineau, mais il a fallu être présent à Pontiac, il a fallu être présent un peu partout sur le territoire.
Il a fallu s'assurer de l'entrée des forces armées, de leur participation aux efforts, leur présence dans les centres de coordination. Donc, d'un point de vue très, très, très opérationnel, là, ça a été mon premier défi comme ministre responsable de la sécurité civile et j'ai sillonné tout le Québec pendant des semaines et des semaines pour m'assurer que ces efforts-là se faisaient bien. Mais l'eau s'est retirée un jour, heureusement, et là, on avait 6000 personnes qui avaient donc des dossiers importants là, à régler avec le ministère de la Sécurité publique parce qu'on a un programme d'assistance financière. Et ce programme d'assistance financière, d'abord, on a rehaussé les montants d'aide qui étaient disponibles. Donc, quelqu'un qui aurait malheureusement une perte totale avant, il y aurait peut-être eu quelque chose comme 160 000 $. Maintenant, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 250 000 $. Ça, c'est le dernier décret que vous avez fait, en fait. Ça, c'est la dernière version du programme. Ceci étant dit, là, il faut admettre une chose. Quand il y a 6 000 personnes qui font face à un désastre de cette nature-là, dans toutes les régions du Québec, ça va imposer des contraintes énormes. Il y a combien d'inspecteurs en bâtiment qui vont aller constater les dommages et faire rapport? Il y a combien d'entreprises qui sont capables de faire des travaux majeurs dans chacune des régions dans des délais très courts? Est-ce que les gens des municipalités sont prêts à faire face à des milliers et des milliers de demandes de permis de rénovation ou de construction, de gérer la question des zones inondables? Est-ce qu'on est dans une zone 0-20 ans, pas dans une zone 0-20 ans? Le ministère de la Sécurité publique qui gère le programme a dû donc aussi travailler à coordonner des efforts sur l'ensemble du territoire. Donc, on ne se cachera pas qu'il y a eu une frustration tout à fait légitime de la part des citoyens qui attendaient parfois des semaines là, avant de pouvoir avoir des nouvelles. Et ça a imposé un défi très, très grand. Alors, il a fallu agir. Et puis, une des choses qu'on a faites dans la région comme dans les autres régions affectées, c'est qu'on a réuni dès l'automne, sous un même toit, à la fois les gens de la sécurité publique du gouvernement avec les gens des municipalités pour accélérer le traitement des dossiers. Alors, il y a déjà 111 millions d'indemnités qui ont été versées, alors qu'on était à quelques millions à peine à la fin de l'été. Vous parliez tantôt de zone 0-20 ans. 2 mois à la suite des crues, Québec a modifié les critères qui encadraient la construction des maisons, ou plutôt la reconstruction de maisons. Qu'est-ce qui avait été changé exactement? Bien, ce qu'on a fait par rapport à la question des zones, des plaines inondables, c'est qu'on a décidé d'appliquer rigoureusement la politique de gestion des zones inondables que nous avons au Québec. Si je prends l'exemple de la vallée du Richelieu en 2011, on avait permis, dans certains cas, la reconstruction dans des zones où nos lois, nos règles ne le permettraient pas autrement. Cette fois-ci, on a pris la décision qui, je pense, a été reconnue comme la bonne décision, surtout dans un contexte où on fait face à de plus en plus de risques de telles catastrophes dans le futur. On a pris la décision d'appliquer la règle qui dit que dans les zones 0-20 ans, on ne peut pas se reconstruire à moins que la perte soit mineure. Donc, une perte totale, on ne peut pas se reconstruire. Mais en même temps, comme ça impose des choix déchirants pour les citoyens qui sont affectés, on a haussé le montant des compensations financières. Maintenant, la prochaine étape, vraiment, parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans une telle situation à l'avenir avec des milliers de cas, avec la façon actuelle de gérer les choses où les municipalités ont une responsabilité, le gouvernement a une responsabilité, les sinistrés ont besoin de présenter des factures à différentes étapes pour obtenir certains remboursements. J'ai l'intention de simplifier de manière très, très, très importante le programme. Il va rester dans ses paramètres financiers un programme qui est relativement généreux. Là. Je pense que tout le monde le reconnaît. Adapté, mais on va le rendre plus simple. Par rapport à ce qu'on a vécu. Oui, on va le rendre plus simple. Plus simple pour les sinistrés, pour que ce soit plus facile d'accéder aux indemnités rapidement, plus facile pour le gouvernement, pour l'administrer, plus facile pour les municipalités également de participer à son administration. Puis ce que je souhaiterais, c'est que les municipalités qui sont volontaires et qui sont prêtes à assumer la responsabilité puissent gérer elles-mêmes l'administration du programme. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Monsieur Coiteux, il y a, en fait, on en a parlé beaucoup depuis le printemps. Les délais ont semblé très longs pour les sinistrés entre la visite des inspecteurs et la réception des rapports. Comment on explique ces délais-là?
D'abord, c'est vrai que dans plusieurs cas, les délais ont été longs. Et c'est une étape, ça, l'inspection de la maison pour voir quelle est l'étendue des dommages, qui peuvent être remboursés par le programme. Mais il y a un nombre limité d'inspecteurs qui travaillent pour faire ce type d'inspection. Ils avaient des milliers de cas en même temps. Alors évidemment, cette contrainte-là a fait en sorte que ça a pris plus de temps que si l'inondation avait eu lieu dans une seule communauté puis qu'on avait pu envoyer nos inspecteurs habituels. Ça a pris un peu plus de temps. Mais ce n'est qu'une première étape. Ensuite, il fallait qu'ils aillent à la municipalité, il fallait que la municipalité prenne connaissance du rapport, déterminer quel était le coût de reconstruction en œuvre de la maison, faire le rapport entre faire la division entre le rapport d'inspection puis la valeur de reconstruction pour savoir s'ils pouvaient donner un permis de reconstruction ou non. Vous voyez le nombre d'étapes? Ce programme-là, il a toujours existé dans le passé tel quel. Il n'a jamais posé ces contraintes-là parce qu'on n'a jamais eu une situation où il y avait des milliers de cas en même temps. Mais encore aujourd'hui, M. Coiteux, il y a par exemple une vingtaine de résidents qui n'ont pas eu encore ces rapports-là. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Bon, dans la région ici, d'abord, la vaste majorité des gens ont reçu leur rapport d'inspection. Les dossiers ont avancé. Il y a des indemnités qui ont été versées. Il y a 38 millions de dollars qui ont déjà été versés aux sinistrés. Vous avez raison qu'il y a encore un certain nombre de cas qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout, y compris du côté des rapports d'inspection. Il faut savoir qu'il y a des demandes qui ont été formulées au programme au mois de novembre dernier. On ne parle pas de ceux qui ont fait application au programme le printemps dernier ou au début de l'été. Il y a des demandes qui nous sont arrivées au mois de novembre. Alors, lorsque je regarde celle-là, il y a un certain nombre de cas où il y a des assureurs privés qui sont impliqués et il y a un certain nombre de cas où il y a des pièces manquantes au dossier encore. Alors, sur des centaines et des centaines de cas, c'est vrai qu'il reste ici et là, parfois 10, parfois 15, parfois 20 cas qui ne sont pas entièrement réglés. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'on y travaille. On y travaille pour faire en sorte que le plus rapidement possible, les gens puissent retourner une vie normale. Vous avez rencontré aujourd'hui le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, et les élus également. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pris comme note? Oui, puis j'ai été à Pontiac également pour qu'on ait cette même discussion à la fois dans une ville qui a des ressources importantes comme Gatineau, comme dans une communauté qui a des moyens, évidemment, financiers, matériels et humains plus modestes que celle de Pontiac, qui a été très lourdement affectée également. Puis j'ai parlé avec des conseillers municipaux qui eux-mêmes ont été sinistrés ou qui ont été très, très proches aussi de sinistrés. Et le constat est partout le même, là. Le constat est partout le même. Comment faire en sorte qu'on puisse échanger davantage les informations critiques pour améliorer la rapidité de la résolution des problèmes de nos sinistrés entre les villes et le gouvernement? Les lois sont ainsi faites qu'il faut protéger les renseignements personnels, puis il y a toujours des hésitations à se transmettre les dossiers. Ça n'a pas de sens. Ça ne doit plus continuer comme ça. Alors moi, ça c'est un constat, une meilleure communication. L'autre constat, c'est qu'il y a des villes qui sont prêtes à prendre des responsabilités qui ne leur sont pas données actuellement. Pourquoi ça devrait être une firme embauchée par le ministère de la Sécurité publique qui va faire l'inspection? Pourquoi pas les inspecteurs de la ville? Ça irait beaucoup plus vite. Alors, c'est le genre de questions qu'on veut résoudre très rapidement. D'ici la fin du mois de février, moi, j'ai l'intention de faire deux choses. C'est de présenter des changements législatifs pour qu'on soit capable de simplifier le programme, pour qu'on soit capable de déléguer partiellement ou totalement la gestion du programme aux municipalités qui ont envie de le faire et les ressources pour le faire. Et je veux aussi m'assurer en même temps que lors d'un prochain sinistre, non seulement on aura une coordination des efforts au moment des mesures d'urgence, mais également une coordination pour tous les mois qui vont suivre dans la phase de rétablissement avec tous les joueurs autour de la table, y compris ceux de la santé publique, y compris la Croix-Rouge, y compris les municipalités, tout le monde autour. Il reste quelques secondes à l'émission, M. Coiteux. Quelles sont vos intentions politiques au cours des prochains mois, les prochaines années? Regardez, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on a des défis importants comme ceux qu'on a actuellement, quand on veut continuer d'imprimer au Québec la voie dans laquelle on s'est engagé, bien, je pense qu'on a envie de continuer. Alors, c'est dans cet esprit-là que je vois évidemment la suite des choses. Monsieur Martin Coiteux, vous êtes ministre de la Sécurité publique, des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Plaisir pour moi également. Au revoir, merci. Je m'appelle Mathieu Daou. C'était Tribune locale pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Salut!
Au début des années 1900, on vit apparaître les premières boutiques de couturières à Buckingham. Le prêt-à-porter n'étant offert qu'aux hommes, les femmes avaient maintenant la possibilité de se faire une pièce de vêtement par quelqu'un d'autre. Dans les années 50 et 60, Buckingham hébergeait un peu moins d'une dizaine de commerces offrant les services d'une couturière. Aujourd'hui, Mme Jacqueline Chiasson est la dernière couturière à offrir ses services aux gens du secteur. Elle pratique son art depuis l'enfance. On retourne à mon enfance. C'était un peu ma grand-mère, qui était une couturière exemplaire. Elle a appris des sœurs, à l'orphelinat, mais elle a appris un peu de tout. Puis à partir de là, à l'âge de 5 ans, j'ai gaspillé son premier morceau de tissu. Fait que j'ai fait ma première confection pour une de mes poupées. Et puis j'ai poussé ça de côté un petit peu. À l'école intermédiaire, j'ai retombé en amour avec la couture. Rendu au secondaire, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Je confectionnais presque tous mes vêtements. J'ai rencontré une orientrice et puis c'est elle qui m'a emmenée à aller prendre vraiment les cours plus sérieux. J'ai été au collège de Richard Robinson. J'ai fait 5 ans d'études avec lui. Dans mon métier maintenant, c'est de la réparation de vêtements que je fais. Déjà, c'était de la confection, fait que c'était tout sur mesure. On arrivait avec un patron, je modifiais le patron, j'avisais la dame si c'était pour être un look qui lui ferait ou qui lui ferait pas. Elle venait pour 3 ajustements, puis le morceau était fait souvent un mois et demi après, parce que c'était de la haute couture, c'était à la main. Par après, quand j'ai commencé dans la réparation de vêtements, ça change parce que je touche à tout. J'aime ma clientèle. J'ai une très bonne connexion avec mes clients. C'est très plaisant. Puis j'ai une très bonne clientèle ici à Buckingham. Presque toute femme du passé avait un peu un talent de couturière. Ce sont très rares les dames qui ne faisaient pas de couture. Puis avec le temps, le métier a été délaissé. Les filles, ça ne leur tentait plus. On passait à d'autres choses, des études un peu plus sérieuses.